J'étais Amélie, et jusqu'à cette nuit fatidique d'octobre, ma vie était une toile de fond doucement colorée par la routine. J'avais 25 ans, une carrière stable, quoique modeste, en tant que chef de projet adjointe dans une petite agence de communication à Lyon. J'habitais un charmant petit appartement dans le 6e arrondissement, dont la seule extravagante était la vue imprenable sur les toits. Mon trésor, ma fierté absolue, n'était pas un bijou de famille, ni un compte en banque bien garni, mais ma voiture, une Peugeot 206 ciel d'un bleu électrique. D'occasion bien sûr, mais elle était mienne. C'était le symbole de mon indépendance durement gagnée. Je l'avais payée avec les économies de mes années étudiantes, les nuits passées à servir dans un bouchon lyonnais et les petits boulots d'été dans les lavandes de la Drôme. En France, posséder sa propre voiture, surtout à Lyon où les transports en commun sont excellents, est moins une nécessité qu'une déclaration de liberté, un accès immédiat aux Alpes, à la Provence, à l'évasion du week-end, sans demander la permission à personne. Cette voiture n'était pas un simple moyen de transport. Elle était le passeport pour ma vie d'adulte. J'avais une relation étrange et complexe avec ma famille. Ma mère, Marie-Claude, était l'archétype de la mère française perfectionniste, toujours à comparer les réussites et, inévitablement, à favoriser. Mon père, Jacques, était l'homme d'affaires parisien, souvent absent, mais dont le jugement pesait lourd. Et puis il y avait Jérôme. Ah, Jérôme. Mon frère, 2 ans plus jeune que moi, était le fils prodige, ou, comme on dit dans les familles, le fils préféré. Il avait le charme désarmant, l'éclat facile, et cette capacité innée à obtenir tout ce qu'il voulait, sans jamais avoir à travailler aussi dur que moi. Il était étudiant en école de commerce à Paris, se rêvant entrepreneur, mais passait la plupart de son temps à vivre au-dessus de ses moyens, endetté, toujours à la recherche d'une solution rapide, d'un coup de chance, d'un nouveau plan mirobolant. Mes parents fermèrent les yeux sur ses frasques financières, le couvrant de subventions discrètes, persuadés qu'il était destiné à un avenir brillant, tandis que moi, avec mon salaire honnête et ma 206 modeste, j'étais vue comme sage mais sans ambition. Cette nuit-là, la tension planait sur Lyon. Il était minuit passé et je venais de me coucher après une soirée tranquille, une lecture en cours et un thé chaud, profitant du silence que mon immeuble ancien offrait si généreusement. Mon téléphone a vibré, me tirant du sommeil. C'était un numéro inconnu. La voix à l'autre bout, rauque et à peine audible, m'a gelé sur place. C'était Jérôme. Il ne m'a pas appelé depuis des mois. Depuis qu'il m'avait demandé de lui prêter une somme d'argent considérable pour un investissement qu'il jurait être le coup du siècle, une demande que j'avais catégoriquement refusée, lui rappelant que l'indépendance financière s'acquiert par le travail et non par des paris risqués, une leçon que nos grands-parents auraient approuvée. La seule chose qui parvenait à percer à travers le bruit de fond, un mélange de sirènes lointaines et de murmures paniqués, fut ces quelques mots, prononcés avec une urgence et une terreur que je ne lui avais jamais connues, une confession qui a brisé le fragile équilibre de ma vie. Amélie, j'ai eu un accident. C'était ta voiture. Elle est foutue. Le sang s'est retiré de mon visage. Ma 206. Comment? Pourquoi? Il avait les clés de rechange. Un jeu que j'avais naïvement laissé dans la boîte à gants de ma mère, lors d'une visite estivale à la propriété familiale en Bourgogne. Un endroit que nous considérions tous comme un sanctuaire de paix. Il avait dû les prendre subrepticement, profitant de notre dîner dominical, planifiant son escapade nocturne, sans la moindre pensée pour les conséquences. Il avait traversé la France, de Paris à Lyon, sans ma permission, sans même un simple texto juste pour prendre ma voiture, un objet qu'il ne considérait pas comme mien, mais comme un simple bien de famille à sa disposition. Le choc initial a rapidement cédé la place à une vague d'indignation froide, une colère qui ne hurlait pas, mais se solidifiait en moi. J'ai raccroché sans dire un mot. Une action que je savais définitive. La trahison n'était pas l'accident lui-même, mais le mépris total pour mon bien, pour ma confiance, pour mon travail. Il avait détruit plus que du métal et du verre. Il avait anéanti la dernière étincelle de foi que j'avais en lui. C'était la première pièce d'un échiquier de douleur et de vengeance. La première lueur du jour a révélé une réalité bien pire que ce que j'avais imaginé dans l'obscurité de ma chambre. Le commissariat de police, à l'aube, sentait le café froid et les regrets amers. L'officier en charge, un homme fatigué aux yeux cernés, a déposé les photos du désastre sur la table en mélaminé. Ma Peugeot 206 ciel n'était plus qu'une tôle froissée, un amas de ferraille méconnaissable, recroquevillé contre un réverbère du quartier de la Part-Dieu. Le choc frontal avait été violent, l'avant totalement écrasé. L'officier a confirmé ce que je craignais. Jérôme avait roulé à une vitesse excessive, sous l'emprise d'une légère quantité d'alcool,
juste assez pour amplifier son arrogance et masquer son jugement, et avait perdu le contrôle dans un virage serré, une manœuvre typique de son incapacité chronique à anticiper les conséquences de ses actes. J'ai appris qu'il avait miraculeusement échappé à la mort, sortant de l'épave avec seulement quelques contusions et une fracture du poignet. Une chance imméritée qui n'a fait qu'attiser ma frustration. La voiture était une perte totale, irrécupérable. Le regard de l'officier, empreint d'une pitié professionnelle, a renforcé la solitude de l'instant. Il ne voyait qu'un accident de voiture. Je voyais la destruction symbolique de 5 années de sacrifice. L'appel à mes parents a été le deuxième coup. Ma mère, dans un murmure exaspéré, a immédiatement tenté de minimiser la situation. Mais enfin, Amélie, c'est juste une vieille voiture. L'important, c'est que Jérôme aille bien. Il est tellement stressé par ses études de commerce. Tu sais, la pression sur les jeunes entrepreneurs. Elle a transformé l'agresseur en victime en l'espace de 2 phrases. Une gymnastique émotionnelle qu'elle maîtrisait à la perfection depuis l'enfance de Jérôme. Mon père, lui, a pris une approche plus pragmatique et plus blessante. Nous allons gérer l'assurance, Amélie. Ne t'inquiète pas, tu recevras un chèque de compensation et nous t'aiderons à acheter un modèle plus récent, quelque chose d'un peu plus adapté à ton statut actuel. Mais tu dois comprendre que ton frère est notre priorité. Il a une carrière à construire. Ce n'est qu'un incident de parcours. Ce qui m'a le plus poignardé n'était pas la destruction matérielle, mais le fait qu'aucun d'eux n'ait reconnu la gravité de la trahison. Ils parlaient de la voiture comme d'un jouet cassé, une broutille. Ils avaient transformé ma légitime colère en un caprice égoïste. La compensation de l'assurance, après déduction de la franchise et après que mon père ait négocié le montant à la baisse pour éviter des complications, s'élevait à 3 500 €. Une somme dérisoire qui ne couvrait qu'à peine la moitié du prix d'une nouvelle voiture équivalente et qui était, symboliquement, une insulte. C'était la valeur de 5 ans d'économie réduite à une petite poignée de billets, un prix à payer pour l'irresponsabilité de mon frère. Ce jour-là, dans mon petit appartement lyonnais, j'ai fait le point. Je n'avais plus de voiture et mon compte en banque, après avoir remboursé quelques petites dettes, affichait un solde maigre. J'ai regardé le chèque de 3 500 € sur ma table de cuisine. Il représentait la fin de mon ancienne vie. La rage, loin d'être destructrice, est devenue structurante. La vengeance n'allait pas être bruyante ou immédiate. Elle allait être chirurgicale et lente, une œuvre d'art de patience à la française. J'ai coupé les ponts. Pas un simple silence radio, mais une amputation. J'ai bloqué le numéro de Jérôme, j'ai mis ma mère en sourdine sur les réseaux sociaux, et j'ai répondu aux appels de mon père avec des monosyllabes. Leur tentative d'explication ou de justification, toujours centrée sur la victime, Jérôme, n'était plus tolérée. Ma dernière conversation avec ma mère fut une phrase lancée comme un coup près. Maman dit à Jérôme qu'il m'a volé plus que ma voiture. Il m'a volé ma confiance et mon avenir immédiat. Il aura la monnaie de sa pièce, mais pas de la manière dont il s'attend. Cette menace, je savais qu'elle l'interpréterait comme un simple accès de colère, un emportement sans conséquence. Mais pour moi, c'était le début d'un plan. Ces 3 500 € sont devenus mon capital de démarrage. J'ai décidé de ne pas les utiliser pour une nouvelle voiture, ce qui était la solution la plus simple, mais pour une entreprise risquée et audacieuse, un pied de nez au jugement de ma famille. Mon père pensait que j'étais sans ambition. Mon frère croyait que j'étais faible. Je devais prouver qu'ils avaient tort en utilisant leur propre monnaie. L'argent, le succès, l'audace. La destruction de ma voiture, cet acte de trahison égoïste, n'allait pas me paralyser. Elle allait devenir le tremplin de ma revanche silencieuse. J'allais construire un empire sur les cendres de cette Peugeot 206, un empire d'une sophistication et d'une discrétion telle que ma famille ne le remarquerait que lorsqu'il serait trop tard, lorsqu'il se trouverait nez à nez avec le succès que mon frère avait gaspillé en tentatives infructueuses. La petite somme de 3 500 €, fruit de la destruction, est devenue le ferment d'une idée obsédante, le point de départ d'une transformation stratégique. L'idée de la voiture était morte, et à sa place, une vision s'est imposée. Un business de niche, ancré dans l'excellence française, mais mu par une efficacité digne d'un algorithme. J'avais besoin de quelque chose qui soit à la fois stable et à fort potentiel de croissance, quelque chose que mon frère, obsédé par les tendances éphémères de la tech, ne verrait jamais venir. J'ai décidé de me plonger dans le monde du vin, mais pas n'importe comment. Mon grand-père maternel, le seul membre de ma famille qui m'ait jamais regardé avec une véritable admiration, et non avec pitié ou condescendance, était originaire de Bourgogne. Il n'était pas riche, mais il avait une connaissance encyclopédique des petits vignerons, des cépages rares et des terroirs oubliés. J'ai passé les semaines suivantes, après la coupure de contact familial,
à me plonger dans ces vieux carnets, des cahiers jaunis remplis de notes manuscrites sur les microclimats, les rendements, et les noms de familles de petits producteurs qui pratiquaient encore l'agriculture raisonnée, loin des circuits commerciaux de masse. Mon idée était simple. Créer une plateforme logistique ultra optimisée, un courtier silencieux, pour ces petits vignerons d'exception, en éliminant les intermédiaires coûteux. Mon père et mon frère ne voyaient que les grands crus de Bordeaux, les enchères clinquantes. Je voyais l'opportunité cachée dans les pépites de la Loire, les vins d'Alsace et les appellations moins connues de la Bourgogne. Pour lancer cela, j'ai utilisé mes 3 500 € pour 2 choses essentielles. Premièrement, l'achat d'un stock d'invendus de l'année précédente, des bouteilles fantastiques d'un vigneron du Mâconnais, dont le père de famille venait de décéder, laissant la cave en désordre. Le prix était dérisoire, mais le potentiel énorme. Deuxièmement, j'ai investi dans un logiciel de gestion d'inventaire et de logistique que j'ai moi-même codé et adapté, tirant profit de mes compétences en gestion de projet et de ma passion secrète pour le codage que mon père avait toujours ignoré, la considérant comme une bizarrerie féminine. La vraie stratégie, mon machine learning personnel, fut la segmentation précise des acheteurs. Je n'ai pas ciblé les grandes enseignes, ni les collectionneurs fortunés de la place de Paris. J'ai ciblé les sommeliers de petits restaurants gastronomiques, les caves à vins indépendantes qui privilégiaient l'authenticité à la marque, et une clientèle d'expatriés français aux États-Unis et au Japon, nostalgiques du goût authentique du terroir. Mon site, sobre et élégant, s'appelait La Vigne Cachée. La Vigne Cachée. Les premiers mois ont été un véritable marathon d'endurance. Je travaillais de 7h à 19h à mon agence de communication, puis je passais mes soirées et mes week-ends à gérer La Vigne Cachée. Mon appartement se transforma en un petit entrepôt, les cartons de vin empilés dans le salon, les nuits passées à optimiser les itinéraires de livraison pour gagner quelques centimes sur chaque bouteille. J'ai dû apprendre les subtilités de la réglementation douanière pour l'export, les techniques de conservation, la complexité des étiquettes et des certifications. Chaque vente, chaque euro gagné, était une victoire personnelle, un pas de plus loin de la dépendance et du mépris familial. J'ai souvent pensé à Jérôme pendant ces nuits solitaires. Il cherchait le succès rapide, la gloire instantanée. Moi, je construisais lentement, patiemment, dans l'ombre. Ma vengeance n'était plus la destruction de sa réputation, mais la construction de la mienne sur des bases solides qu'il ne pourrait jamais atteindre. Pendant ce temps, les nouvelles de ma famille me parvenaient par des sources lointaines. Ma tante Catherine, une personne neutre. Jérôme avait été forcé par mon père de prendre un emploi sérieux dans la finance, qu'il détestait, et où il peinait à s'intégrer, son arrogance masquant son incompétence. Mes parents continuaient de le soutenir financièrement, compensant ses erreurs, s'épuisant à maintenir la façade du fils brillant, moi. J'étais devenue une non-entité dans les conversations familiales, la fille qui n'a pas digéré l'accident de la 2S. Amélie la rancunière. Ils pensaient que ma colère me dévorait, mais en réalité, elle me nourrissait. Ils ne pouvaient pas imaginer que derrière mon silence se cachait une femme d'affaires implacable, gérant des millions de données sur les stocks et les expéditions, dont la petite entreprise de 3 500 € s'apprêtait à décoller comme une fusée. Le contraste entre ma vie, discrète et ambitieuse, et la leur, bruyante et superficielle, était la preuve que mon plan fonctionnait. L'humiliation de la 206 détruite avait payé le prix de mon véritable lancement. Les 2 années suivantes furent une période de croissance exponentielle pour La Vigne Cachée. Le secret de ma réussite résidait dans le fait que je n'avais pas seulement créé une entreprise de vin, j'avais créé un outil d'analyse de marché qui reliait l'offre rare et authentique à la demande mondiale la plus pointue. Mon logiciel de gestion logistique, peaufiné au fil des nuits sans sommeil, m'a permis de prédire les tendances d'achat, de minimiser les coûts de stockage, en gérant des flux tendus entre les vignerons et les clients finaux. L'algorithme, que j'ai affectueusement surnommé le terroir numérique, était ma véritable force. Il savait exactement quand un petit restaurant étoilé de Tokyo aurait besoin d'un certain Sancerre de 2018 ou quand un caviste new-yorkais chercherait un vin de paille du Jura. Mon père, avec son esprit de vieille garde, n'aurait jamais compris l'importance de cette donnée. Pour lui, le vin était une affaire de poignées de main et de gros chèques. Pour moi, c'était une équation mathématique subtile. J'ai commencé à signer des contrats d'exclusivité avec des domaines de plus en plus prestigieux, des petits producteurs qui ne voulaient pas se vendre aux grands groupes, mais qui avaient besoin de l'efficacité de ma plateforme pour atteindre un marché international sans perdre leur âme. Le volume des commandes a explosé. J'ai dû quitter mon appartement lyonnais pour un vrai entrepôt logistique près de Mâcon, le cœur de la Bourgogne viticole. J'ai embauché ma première salariée,
Puis ma deuxième, des femmes passionnées et compétentes, l'une pour la sommellerie et l'autre pour la gestion des relations avec les vignerons. 5 ans après l'accident, la vigne cachée était passée du statut de start-up de fortune à celui de licorne discrète, avec une valorisation que je n'osais même pas écrire sur un papier de peur qu'elle ne s'évapore. Je ne m'étais jamais exposée publiquement. Mon nom, Amélie Dubois, était caché derrière la marque et un réseau d'associés discrets. J'étais la femme de l'ombre de l'industrie, celle qui faisait le vrai travail et qui dégageait les marges les plus saines. Ma vie avait radicalement changé. Je n'étais plus la petite chef de projet lyonnaise. J'habitais désormais une maison de maître rénovée avec goût, entourée de vignes, dans la région de Bordeaux, le berceau du prestige français. Ma nouvelle voiture, mon nouveau symbole, était un modèle électrique luxueux, un clin d'œil ironique à l'ancienne 206, mais son importance était purement utilitaire. J'avais enfin trouvé la paix et le succès. Mais le silence familial persistait. Mes parents ne m'appelaient que pour les occasions formelles. Ils n'avaient pas visité ma nouvelle maison, ne connaissaient rien de mon travail. Ils pensaient toujours que je travaillais dans la communication à distance, subsistant chichement, et que ma rancœur m'avait isolée. Leur perception était la meilleure des protections. Pendant ce temps, la vie de Jérôme était devenue une tragicomédie sans fin. Les échos me parvenaient. Il avait perdu son emploi dans la finance, incapable de supporter la discipline, s'était lancé dans une série d'investissements ratés, et ses dettes s'étaient accumulées. Il était revenu vivre à la maison, le fils prodige étant désormais un trentenaire sans emploi, parasite et aigri. Mon père, épuisé et endetté par ses propres tentatives de sauver la façade de son fils, avait dû hypothéquer une partie des biens de la famille. La table était dressée pour la confrontation. Ma vengeance n'avait pas consisté à détruire Jérôme, mais à construire si haut qu'il serait obligé de lever les yeux pour me voir. Et l'univers a cette façon ironique de servir la justice. 5 ans après l'acte de trahison, c'est lui qui était sur le point de frapper à ma porte. Un soir de novembre, après une longue journée passée à négocier un contrat d'exportation massif avec un groupe hôtelier de Dubaï, j'étais dans mon bureau, un verre d'un rare Pomerol à la main, savourant le silence de ma réussite. Le vent soufflait fort sur les vignes, le ciel était noir d'orage, et la pluie claquait contre les fenêtres anciennes. Mon téléphone fixe, une antiquité que j'aimais garder, a sonné. C'était le gardien de la propriété, d'une voix hésitante. « Madame Dubois, j'ai quelqu'un à la porte d'entrée. Il dit qu'il est votre frère. Il est trempé, monsieur Dubois, et il a l'air désespéré. » J'ai souri, un sourire froid, presque prédateur. 5 ans. Le cycle était bouclé. La destruction matérielle de ma 206 avait engendré la destruction morale de celui qui l'avait provoquée. J'ai pris une profonde inspiration, ordonnant au gardien de le laisser entrer et de le diriger vers le porche principal, puis de se retirer. Je voulais que la rencontre soit aussi directe, aussi désarmante, que le fut son appel 5 ans auparavant. Je me suis dirigée vers l'entrée, le cœur battant d'une étrange combinaison d'anticipation et d'une pitié naissante que j'ai immédiatement réprimée. C'était le moment de vérité, le climax d'une vengeance lente, patiente, tissée dans le silence. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Debout sur le seuil, sous l'éclairage violent du porche, se tenait Jérôme. Il n'était plus le fils prodige arrogant. Il était trempé, non seulement par la pluie battante, mais aussi par une sueur froide de désespoir. Ses vêtements, autrefois coûteux et à la mode, étaient froissés et tachés. Un costume de ville bon marché qui avait mal vieilli. Son regard était vide, ses traits tirés, l'ombre d'un homme qui avait gaspillé ses meilleures années. Il avait perdu cette étincelle facile, cette assurance qui lui permettait de charmer le monde. À cet instant, il n'était plus mon frère insupportable, mais un étranger brisé. Le choc de son apparence était ma première victoire. Le succès, je le portais avec une élégance discrète, dans la coupe simple de ma robe de soie, dans le calme de mon regard. Il portait son échec avec l'évidence des dettes impayées et des nuits sans sommeil. Amélie, sa voix était un murmure, le même ton d'urgence enfantine qu'il avait utilisé au téléphone 5 ans plus tôt. Je peux entrer ? Je n'ai nulle part où aller. Je me suis écartée, lui offrant l'accès à l'entrée majestueuse, au sol en pierre de Bourgogne, aux murs ornés de lithographies d'artistes régionaux. Le contraste entre lui et mon environnement était criant. Il a trébuché en entrant, l'odeur de la pluie et de la misère financière remplissant l'air autrefois parfumé par le bois de cèdre et le vin rare. Je l'ai conduit non pas au salon principal, mais dans le petit bureau adjacent. Un espace plus austère, plus professionnel. « Assieds-toi, Jérôme, dis-je, ma voix calme, sans émotion.
Tu n'es pas venu pour des retrouvailles, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, ses mains tremblantes frottant l'humidité de son pantalon. Il a commencé son récit, une litanie familière d'échecs, une énumération des mauvaises affaires et des amis traîtres. Il avait besoin d'argent, d'une grosse somme, immédiatement. Il parlait de 50 000 €, un montant qui aurait été inatteignable pour la vieille Amélie, mais qui représentait à peine la valeur d'une caisse de mes meilleurs grands crus. L'argent, Amélie. Je suis dans une situation désespérée. Le fisc me poursuit. Papa et maman ont déjà tout donné, et ils n'ont plus rien. Ils sont ruinés à cause de moi. Il me faut cet argent. Je te le rembourserai, je te jure. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, il a semblé remarquer son environnement. Son regard a balayé la pièce, s'arrêtant sur la collection de bouteilles rares, sur les plans d'exportation affichés sur un tableau blanc, sur l'ordinateur portable dernier cri. « Qu'est-ce que tu fais ici, Amélie? Comment tu peux te payer tout ça? Je croyais que tu étais toujours... » Il n'a pas pu terminer la phrase, trop accablé par l'évidence de sa propre faillite. Le moment était venu, la révélation. « Tu te souviens de ma 206, Jérôme ?» Mon ton était doux, mais la question, un coup de marteau. « Bien sûr, Amélie, je suis désolée pour ça. J'étais jeune, stupide, je te l'ai dit. Je te paierai cette voiture, je te le promets. » Je l'ai interrompu d'un geste de la main. « Non, tu ne comprends pas. Tu penses que tu m'as coûté 3 500 €, le chèque que l'assurance a déboursé. C'est faux. Tu m'as coûté bien plus. Cette voiture était le symbole de ma stabilité, de ma liberté. Quand tu l'as détruite, tu as détruit la possibilité de la remplacer facilement. Tu m'as forcé à prendre une décision radicale, et cette décision a été la meilleure de ma vie. » J'ai saisi un carnet de notes sur mon bureau, l'ouvrant à une page où j'avais dessiné un croquis du logo de la vigne cachée. Ce soir, tu as frappé à la porte de la fondatrice et PDG d'une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros l'année dernière. Nous exportons les meilleurs vins de terroir français vers l'Asie et l'Amérique. Les 3 500 € de ton accident, c'était le capital de départ, le premier investissement pour acheter un stock de vin d'un vigneron en détresse que j'ai revendu avec profit. Tu as détruit ma voiture, et je me suis retrouvée avec un vide et une rage, que j'ai transformé en opportunité. L'argent que tu cherches, les 50 000 €, est un montant insignifiant pour moi maintenant. Il est inférieur au prix de la voiture que j'ai dans mon garage, une voiture qui m'appartient en pleine propriété. La 206 que tu as réduite en miettes a payé le prix de ma fondation. Ses yeux se sont élargis. Il est passé de la misère à l'incrédulité, puis à une rage sourde, celle du fils préféré détrôné. Tu as fait fortune dans le vin? Avec 3 500 €? C'est impossible. Papa, qui est dans les affaires depuis 30 ans, il a des dettes. Et toi, la petite Amélie, dans son coin? C'est un mensonge. J'ai souri, un sourire de triomphe tranquille. Non, Jérôme, ce n'est pas un mensonge. C'est la différence entre chercher la gloire rapide et construire des fondations solides. Tu as toujours cherché l'éclat, j'ai cherché l'efficacité. J'ai pris le temps d'étudier le marché, de comprendre le besoin des petits producteurs, d'utiliser la technologie pour créer une logistique impeccable. C'est ça le vrai business, pas tes arnaques de start-up. Quand tu as détruit ma voiture, tu as brisé mon plus grand obstacle, ma résignation. Tu m'as donné la rage de devenir irremplaçable. Je me suis levée, faisant le tour du bureau pour me poster derrière lui, une figure d'autorité incontestable. La seule chose que je te reproche, Jérôme, ce n'est pas la 206. C'est le fait que, même maintenant, tu ne parviens pas à t'excuser sincèrement pour ce que tu as fait. Tu regrettes les conséquences pour toi, pas la douleur que tu m'as infligée. Tu viens demander l'aumône à celle que tu as humiliée, sans reconnaître que mon succès est né de ta destruction. C'était le sommet de ma vengeance. Il était à genoux, littéralement et figurativement, devant l'œuvre qu'il avait involontairement financée. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu uniquement par le vent hurlant à l'extérieur. Il a baissé la tête, non pas vaincu, mais enfin, pour la première fois, honteux. « Tu as raison », a-t-il murmuré. Sa voix était plus douce, plus humaine. « Tu as raison, Amélie. Je suis désolée. Profondément. Pas pour l'argent que je te dois, mais pour le mépris. Je pensais que tu n'étais rien sans ta routine, sans ta petite vie. Je t'ai volé, j'ai tout gâché, et je me suis menti pendant 5 ans. Je ne suis pas venue pour un prêt. Je suis venue pour une bouée. J'ai tout perdu, même l'estime de moi. Et papa et maman, ils sont brisés. » C'est là que le plan de vengeance, initialement conçu pour l'humilier, a pris une tournure inattendue. Ma vengeance devait être créative, et non une simple répétition des schémas familiaux de rejet et de mépris. Je pouvais le chasser, lui offrir les 50 000 € avec un sermon,
ou le démolir publiquement. Mais je voulais une victoire plus grande, une victoire qui transcendait la simple humiliation financière. Je voulais non seulement transformer ma vie, mais aussi la sienne, forçant une réconciliation basée sur le travail et l'honneur. L'idée de vengeance s'est transformée en rédemption. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, laissant le poids de ma réussite et de son échec s'abattre sur lui. La pitié que j'avais chassée est revenue, non pas pour l'homme riche qu'il aurait pu être, mais pour le petit garçon qui avait toujours cherché l'approbation de notre père et qui avait raté tous ses coups. « J'ai quelque chose à t'offrir, Jérôme, » dis-je, m'asseyant face à lui. « Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas un chèque, et ce n'est certainement pas gratuit. L'argent ne sauvera jamais tes problèmes. Il ne ferait que les masquer pour un temps. Il te permettrait de recommencer le même cycle de fausses promesses et d'échecs. Non. Je vais te donner ce que personne d'autre dans cette famille n'a jamais eu le courage de te donner. Un vrai travail. Une chance de reconstruire ta vie sur des bases saines et une opportunité de te racheter auprès de notre famille. J'ai détaillé mon offre, qui était à la fois généreuse et implacable. La vigne cachée était en pleine expansion et nous avions besoin d'un responsable logistique pour le nouvel entrepôt de Mâcon, le cœur de nos opérations. C'était un poste essentiel, demandant de la rigueur, de l'honnêteté et une capacité d'organisation irréprochable. Précisément les qualités que Jérôme n'avait jamais montrées. Je ne te donne pas un poste de direction, Jérôme. Je te donne un travail ingrat, exigeant. Tu commenceras par le bas, au niveau du sol, avec un salaire modeste, mais juste. Tu feras l'inventaire, tu chargeras les camions, tu géreras les livraisons, tu seras responsable de l'acheminement de millions d'euros de stock. Si une seule bouteille est perdue à cause de ton irresponsabilité, tu es viré. Si tu touches à l'alcool, tu es viré. Si tu rates un seul jour de travail, tu es viré. Tu auras une chance, et une seule, de te prouver, non pas à moi, mais aux vignerons que je suis devenu, et aux vignerons qui nous font confiance. Je ne te fais pas confiance, mais je vais te donner l'opportunité de gagner ma confiance, une bouteille à la fois, la condition la plus importante. Et le cœur de ma vengeance-réconciliation était la suivante. Tu devras t'excuser, non pas en privé, mais publiquement, devant maman et papa, devant la famille, lors du prochain dîner de Noël. Tu devras leur dire que tu les as ruinés et que je suis la seule personne qui t'ait offert une chance. Sans caution, sans pitié, juste le travail. Tu devras leur dire que tu as tout perdu, y compris ta dignité, mais que tu es prêt à tout reconstruire. Ce n'est qu'alors que je considérerai notre compte comme réglé. La 206, je l'ai oubliée. Ce que je veux, c'est l'homme que tu aurais dû être, et je te donne les outils pour le devenir. Prends ton temps pour réfléchir. La porte est là. Si tu pars, tu ne reviens jamais. L'impact de mon offre était visible. L'humiliation avait laissé place à l'étonnement, puis à une lueur d'espoir. Il ne s'attendait pas à la charité, mais à la destruction. J'offrais la reconstruction. C'était la forme la plus pure et la plus créative de ma vengeance. Je ne lui donnais pas la solution. Je lui donnais le chemin, le même chemin de sueur et d'effort que j'avais emprunté 5 ans plus tôt. C'était une vengeance qui forçait la guérison, non seulement pour lui, mais aussi pour nos parents, forcés de reconnaître ma légitimité et ma force. Jérôme, toujours trempé, s'est levé. Il a regardé la pièce une dernière fois, non plus avec envie, mais avec une reconnaissance forcée. « J'accepte, Amélie. Je ferai ce que tu me dis. Je ferai tout pour regagner. Quelque chose. Pas seulement l'argent, mais le droit de te regarder en face. » Il a fait demi-tour et a quitté le bureau, marchant vers la tempête. Je savais qu'il était sur la route de Mâcon, et non sur celle de la ruine. Le début d'un voyage bien plus long et difficile que celui qu'il avait entrepris la nuit où il avait volé ma voiture. Les mois qui ont suivi ont été un test d'endurance, pour lui comme pour moi. Je ne lui ai accordé aucun traitement de faveur. Au contraire, j'étais plus dure avec lui qu'avec n'importe quel autre employé. Jérôme a commencé à l'entrepôt de Mâcon, sous les ordres d'un superviseur que j'avais choisi spécifiquement pour son caractère inflexible et son mépris pour l'irresponsabilité. Il travaillait de longues heures. Ses mains habituées au clavier d'un ordinateur et au verre de champagne se sont couvertes d'ampoules, à force de manipuler des caisses de vin. Il a appris à faire l'inventaire au centime près, à planifier les routes de livraison avec une précision militaire et à respecter les horaires, la rigueur étant la nouvelle monnaie d'échange de sa rédemption. Il ne m'appelait jamais. Nous communiquions uniquement par le biais de rapports et de courriels professionnels, des échanges secs et factuels qui marquèrent la distance entre la PDG et l'employé. Ses collègues ne savaient pas qu'il était mon frère. Il était simplement Jérôme, le nouveau de la logistique,
et son humilité forcée, sa détermination à réussir malgré la difficulté du travail, ont commencé à lui attirer le respect. Ce n'était pas le respect facile de son ancienne vie, basé sur la richesse et le charme, mais le respect difficile, mérité par l'effort. J'ai gardé mes parents dans l'ignorance totale de son nouveau travail, leur disant simplement qu'il était parti en province, pour chercher un emploi loin de Paris. Ils étaient anéantis par leur ruine financière, par la nécessité de vendre la grande maison de famille et de se retirer dans un appartement plus petit. Mon père, Jacques, l'homme qui se croyait le maître des affaires, était désemparé, sa retraite dorée s'étant envolée. C'était l'effet domino de l'irresponsabilité de son fils, une série de mauvaises décisions qu'il avait cautionnées. J'ai laissé la situation s'envenimer, sachant que la confession à venir aurait d'autant plus d'impact. Le dîner de Noël est arrivé, 5 mois après la nuit où Jérôme avait frappé à ma porte. C'était le lieu de la réconciliation. Mes parents avaient organisé un dîner modeste dans leur nouvel appartement, l'atmosphère étant lourde du poids des pertes. J'étais arrivée en retard, impeccablement vêtue, portant non pas une bouteille hors de prix de la vigne cachée, mais un simple cru familial que j'avais trouvé lors de mes voyages, un vin de table honnête, le symbole de ma nouvelle simplicité. Jérôme est arrivé à son tour, sobre, un peu nerveux. Il avait pris du poids, non pas de la graisse, mais du muscle, et il portait des vêtements de travail propres, la marque des hommes qui travaillent de leurs mains. Le dîner fut tendu, plein de silence gêné. Ma mère pleurait presque. Mon père était aigri. Il n'arrêtait là pas de me poser des questions sur mon travail à distance, m'exhortant à trouver un poste plus sérieux pour gagner plus d'argent. La condescendance n'avait pas disparu. Elle avait simplement changé de forme. Je l'ai laissé parler, savourant l'ironie. Au moment du dessert, Jérôme s'est levé, sa voix résonnant dans la petite salle à manger. Il n'a pas hésité, il n'a pas minimisé. Il a confessé. « Maman, papa, je dois vous dire la vérité. J'ai ruiné notre famille. Mes investissements ratés n'étaient pas des erreurs. C'étaient des paris stupides et irresponsables. Vous m'avez toujours donné tout ce que je voulais. Vous avez toujours payé pour mes échecs. Et cela a fait de moi un homme sans valeur. J'ai perdu notre maison, notre argent, et j'ai failli perdre ma vie. Il y a 5 mois, j'étais à la rue. Je suis allée frapper à la porte d'Amélie pour lui demander 50 000 € pour me sauver la vie, sans avoir jamais remboursé la 206 que j'ai détruite. Je suis un lâche. Mes parents étaient en larmes. Mon père, le visage défait, a balbutié. « Jérôme, nous le savions, mais nous ne pouvions pas l'admettre. Où es-tu maintenant ?» Jérôme a levé la tête et m'a regardé. Et c'est à cet instant que j'ai vu la véritable réconciliation, non pas dans les mots, mais dans le respect. « Je travaille pour Amélie », a-t-il dit simplement. Elle m'a donné un emploi dans son entrepôt de Mâcon. Elle ne m'a pas donné d'argent, elle m'a donné du travail. Je suis responsable de la logistique. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est le premier argent honnête que j'ai gagné en 10 ans. Elle est mon patron. Elle est la seule qui a vu la vérité. Et elle est la seule qui m'ait donné une seconde chance. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente. Il était lourd de révélation et de honte. Mes parents, choqués, ont tourné leur regard vers moi. Ma mère, la voix étranglée. « Mais Amélie, tu as fait fortune? Tu as un entrepôt? Et tu ne nous as rien dit ?» Mon père a posé la question avec plus de colère que d'étonnement. « Amélie, tu es la PDG d'une entreprise de millions. Pourquoi nous avoir laissés dans l'ignorance? Pourquoi ne pas m'avoir demandé de l'aide? Nous sommes ta famille !» Mon moment. Ma vengeance finale. Papa, maman, je n'ai pas demandé d'aide pour la même raison que je ne vous ai rien dit de mon succès. Quand vous pensiez que j'étais une simple employée de communication, vous me traitiez avec condescendance et pitié, me demandant de trouver un poste plus sérieux. Quand j'étais la petite chef de projet avec sa 206, j'étais sage mais sans ambition. Vous n'avez jamais cru en ma capacité à bâtir quoi que ce soit de grand. Quant à l'aide, tu m'as laissé gérer seul l'accident de ma voiture. Tu as minimisé ma perte. Et tu as toujours privilégié Jérôme. J'ai dû apprendre à me sauver seule. J'ai construit mon empire sur les cendres de cette 206. La seule chose que Jérôme m'ait jamais donnée. La rage de l'indépendance. J'ai regardé Jérôme. Quand il a frappé à ma porte, je n'ai pas vu l'occasion de me venger en le ruinant. J'ai vu l'occasion de prouver qu'il est possible de se relever. Ma vengeance n'est pas votre humiliation financière. C'est le fait que, sans votre soutien, et même à cause de votre mépris, j'ai réussi. Et c'est le fait que le fils préféré a dû venir travailler pour la fille, sans ambition. Mais ma réconciliation, c'est ça. Je ne l'ai pas laissé tomber. Je vous donne tous une chance. Jérôme va travailler pour rembourser ses dettes, y compris les 3 500 € de ma 206. Mais il vous paiera avec son travail et son honnêteté, pas avec ma charité. Le visage de mon père a pâli. Il a compris la pleine mesure de mon pouvoir
et de ma générosité froide. Il a levé son verre, les mains tremblantes. « Amélie, tu es devenue une femme formidable. Nous sommes désolés. Nous avons fait des erreurs terribles. Je te demande pardon. » C'était la première fois qu'il m'offrait de véritables excuses. Non pas pour la 206, mais pour des années de condescendance. C'était la victoire la plus inattendue. Les années suivantes, la réconciliation a pris une tournure inattendue et profonde. Jérôme a continué à travailler à la vigne cachée avec une rigueur inébranlable. Il n'a jamais demandé d'augmentation, ni de promotion facile. Il s'était trouvé dans la structure, dans la responsabilité qu'il avait tant fui. Il a remboursé chaque centime de ses dettes, y compris les 3 500 € de ma vieille 206, une somme que j'ai immédiatement reversée à une association pour les jeunes entrepreneurs en difficulté. Il est devenu le meilleur responsable logistique de l'entreprise, sa connaissance du terrain étant désormais aussi aiguisée que son ambition passée était vague. Mon père, humble et brisé par son échec, est venu me voir un jour à Bordeaux. Il n'a pas parlé de ma fortune, mais de la sienne. Il m'a demandé conseil, non en tant que sa fille, mais en tant que la femme d'affaires respectée que j'étais. J'ai passé des heures à analyser ces documents, l'aidant, à restructurer ses derniers investissements, sauvant une partie de son patrimoine. J'ai insisté pour qu'il travaille comme consultant financier occasionnel pour la vigne cachée, payé non pas par pitié, mais pour son expérience. C'était une façon de restaurer sa dignité et de prouver à la famille que l'on peut encore être utile même après l'échec. Ma mère a cessé de faire des comparaisons et de pleurer sur le destin de Jérôme. Elle a commencé à me montrer un véritable intérêt, me demandant des conseils sur la décoration de son nouvel appartement, s'intéressant au processus de vinification. Elle a compris que la force ne se mesurait pas à l'argent, mais à la capacité de se reconstruire. La vengeance, que j'avais conçue comme une simple humiliation, était devenue un catalyseur de changement pour toute la famille. Le point culminant de cette réconciliation créative a eu lieu le jour où Jérôme, après 3 ans de travail acharné, est venu me voir. Il m'a offert un cadeau. Ce n'était pas un chèque, ni une voiture. C'était une réplique miniature, parfaitement détaillée, de ma vieille Peugeot 206 ciel bleu, qu'il avait lui-même peinte et assemblée. Au dos du petit modèle, il avait gravé une phrase simple. La destruction était la fondation. C'était un signe de reconnaissance. Une acceptation que l'acte qui nous avait séparés avait finalement été l'acte qui nous avait unis, nous forçant à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Il m'a raconté qu'il avait acheté une nouvelle voiture, une simple Renault Kangoo utilitaire, mais que pour la première fois, il la conduisait avec une prudence et un respect extrême. Il avait appris la valeur de la propriété, et plus encore, la valeur de la responsabilité. Il n'était plus le fils préféré, mais le frère honnête. La véritable surprise, le pivot final de cette histoire, n'était pas la réconciliation entre Jérôme et moi, mais la manière dont la destruction initiale a créé une nouvelle réalité familiale. L'histoire s'est répandue dans le cercle familial, non par mes mots, mais par ceux de Jérôme. L'histoire de la PDG millionnaire qui avait forcé son frère raté à se racheter par le travail au lieu de le renflouer a fait le tour. Mes parents, en vendant leur grande maison, ont découvert l'étendue des dettes que mon père avait contractées pour couvrir les erreurs de Jérôme. La ruine était réelle, et la perspective de tout perdre les a forcés à voir la réalité en face. J'ai utilisé ma fortune, non pas pour leur donner de l'argent, mais pour créer un fonds d'investissement familial, sous ma direction, bien sûr. La condition était claire. Toute décision d'investissement devait passer par mon conseil et être basée sur des analyses de marché rigoureuses, loin des spéculations hasardeuses de Jérôme. Mon père, dans un acte de suprême humilité, a accepté d'être mon subordonné financier, reconnaissant publiquement que sa fille, sans ambition, était la seule capable de sauver ce qui restait. C'était l'ultime vengeance créative, la prise de contrôle légitime du pouvoir familial. Ce fonds n'était pas destiné à les enrichir, mais à garantir leur sécurité financière pour les vieux jours, ce qui était la véritable définition de la réconciliation pour moi. J'avais repris le contrôle de la narration familiale. Ma mère, dans un élan de générosité inattendue, m'a offert les vieux carnets de recettes de notre grand-mère, me demandant d'inclure certains plats traditionnels dans les événements de la vigne cachée. Elle n'était plus intéressée par mon compte en banque, mais par ma capacité à préserver l'héritage familial. C'était un pont émotionnel inestimable. 1 an après, Jérôme est devenu mon associé, détenant une petite part symbolique de l'entreprise, non pas par droit de naissance, mais par droit de mérite. Il est devenu mon bras droit, l'homme qui garantissait que la logistique était parfaite, que la confiance des vignerons n'était jamais trahie. Il avait trouvé sa place, non pas en volant, mais en servant. La réconciliation n'était pas un simple pardon,
C'était un changement total de la dynamique familiale, où les valeurs du travail, de l'honnêteté et de la rigueur, que mes parents avaient négligées, étaient devenues le ciment de notre nouvelle vie commune. Le final inattendu n'était pas que je devienne riche et que je me venge, mais que ma vengeance ait forcé mon frère à devenir un homme meilleur, et mes parents à devenir des personnes plus humbles. Le vol de la 206 avait été un mal nécessaire, la destruction qui a précédé la reconstruction. La dernière scène, créative et pleine de sens, fut un jour où nous avons tous visité les ruines de l'ancienne maison de famille. Mon père, en larmes, a regardé les vestiges de sa richesse perdue. C'est Jérôme qui a pris la parole, serrant la main de notre père. « Ce n'était qu'un bâtiment, papa. Amélie nous a appris que la vraie richesse, c'est ce qu'on construit avec le cœur et l'effort. Et qu'il faut détruire le faux pour faire place au vrai. » J'ai souri. La vengeance était douce, mais la réconciliation, elle, était fascinante. L'héritage de la 206 détruite s'est perpétué dans une fondation que j'ai créée, discrètement, en hommage à cet événement pivot. J'ai nommé cette fondation « l'effet papillon », pour l'idée qu'un acte de destruction mineure peut engendrer des changements massifs et positifs. Son but était d'aider les jeunes, à faible revenu, à lancer des entreprises de niche dans l'agriculture ou l'artisanat, en leur fournissant un capital de démarrage équivalent au prix d'une petite voiture. La condition ? Les fonds devaient être utilisés pour un investissement en fonds de roulement, jamais pour un achat personnel luxueux. C'était ma manière d'institutionnaliser la leçon que l'on pouvait bâtir un empire avec peu, à condition d'avoir de la rage et une vision. Mes parents, une fois leur situation financière stabilisée par les dividendes prudents du fonds familial, ont commencé à s'impliquer. Mon père, ayant retrouvé un rôle, utilisait son expérience pour conseiller bénévolement les jeunes entrepreneurs. Ma mère, avec son sens aigu de l'organisation, gérait la paperasse. Leur fierté n'était plus dans la richesse qu'ils possédaient, mais dans le bien qu'ils faisaient. Une transformation qui leur avait pris des décennies et une crise familiale majeure pour s'opérer. 1 an après l'épisode de Noël, Jérôme s'est marié. Il a épousé une des employées de la vigne cachée, une femme issue d'une famille d'agriculteurs, pragmatique et ancrée dans la réalité. Il m'a demandé d'être son témoin. Lors du discours, il a raconté, devant toute la famille et les amis, l'histoire de la 206 et de la rédemption, n'omettant aucun détail de sa lâcheté et de ma générosité froide. Il a terminé son discours en levant son verre vers moi. À Amélie, qui a détruit ma vie pour la reconstruire. Sans sa vengeance, je ne serais pas là. Le silence de la salle était rempli d'une émotion pure, d'une gratitude que l'argent n'aurait jamais pu acheter. C'était la preuve que le pardon et la réconciliation sont des actes plus puissants que la simple vengeance. Quant à moi, j'ai trouvé mon propre chemin vers le bonheur. J'ai continué à faire grandir la vigne cachée, mais sans l'ancienne rage qui m'animait. L'entreprise était désormais alimentée par la passion et la rigueur. J'ai déménagé à Paris, près de l'endroit où tout avait commencé, mais dans un quartier qui symbolisait mon succès, le Marais, où le passé et le présent coexistaient harmonieusement. J'ai commencé à écrire un livre sur l'entrepreneuriat de niche, utilisant les méthodes d'analyse que j'avais développées. Ce n'était pas un livre de self-help classique, mais une analyse détaillée sur la manière de trouver le succès dans les industries traditionnelles en utilisant la technologie de manière discrète et non intrusive. Le titre ? Le secret du terroir numérique. Le succès était le mien, mais la leçon était celle que mon grand-père m'avait donnée des années plus tôt. La valeur n'est pas dans ce que l'on prend, mais dans ce que l'on construit. La destruction de la 206 m'avait finalement permis de me réconcilier avec ma famille, mais surtout avec moi-même, en transformant le pire acte de trahison en mon plus grand atout. La dernière fois que j'ai vu la Peugeot 206 Ciel, c'était dans une casse automobile, un amas de ferraille rouillé. Je l'avais retrouvée grâce à un vieux contact de l'assurance, quelque temps avant le mariage de Jérôme. Je suis restée là, seule, observant les restes de ma jeunesse. Le pare-brise brisé, les phares aveugles, la tôle froissée. Mais à la place de la colère, j'ai ressenti une paix immense. J'ai pris un petit bout du métal bleu électrique, un fragment de l'aile arrière, que j'ai fait polir et monter en pendentif. Je le portais toujours, un rappel silencieux de ma fondation. Je n'ai jamais eu d'enfant, mais j'ai trouvé une autre forme de maternité dans la vigne cachée. J'ai pris sous mon aile de jeunes vignerons talentueux, des femmes souvent, des hommes issus de familles modestes, qui n'avaient pas les moyens de se lancer dans l'exportation. Je leur ai donné la plateforme, l'expertise logistique, le capital. J'ai aidé à bâtir leurs rêves, non pas en leur donnant le poisson, mais en leur donnant les outils pour pêcher. C'était l'héritage le plus puissant de ma vengeance transformée en réconciliation. Jérôme, mon frère, est devenu un homme que j'admire.
Il est devenu le responsable des opérations, et ensemble, nous avons lancé une division de vins biologiques et biodynamiques, un secteur qui exigeait encore plus de rigueur logistique et de traçabilité. Il était le visage public de cette division, et son histoire de rédemption racontée avec humilité a inspiré de nombreux vignerons à nous faire confiance. Il n'a plus jamais menti, n'a plus jamais spéculé. Il a compris que la vraie liberté n'était pas dans l'argent facile, mais dans le travail qui donne un sens. Mes parents, de leur côté, avaient trouvé une sérénité inattendue. Ils passaient leur week-end dans ma maison de Bordeaux, aidant dans le jardin, dégustant les vins que nous exportions. Mon père était mon conseiller officieux, mon mentor involontaire. Un soir, il m'a regardé, un air de tristesse profonde sur son visage. « Je regrette, m'a-t-il dit, d'avoir raté ta jeunesse, Amélie. D'avoir cru que seul Jérôme était l'héritier. Tu as hérité de l'honnêteté de ma mère et du courage de mon père. C'était le plus grand hommage qu'il pouvait me rendre. La réconciliation était complète, le passé était accepté, et le présent était solide. Le chemin avait été long, douloureux, mais il avait abouti à une famille réunie, non par l'obligation ou l'argent, mais par le respect mutuel et l'admiration. Le vol de la 206 avait été le point de départ d'une vie nouvelle, la mienne et celle de ma famille. Une preuve que la plus grande vengeance n'est pas celle qui détruit l'autre, mais celle qui le force à se transformer. Le pardon était là, non pas donné, mais gagné. Ma dernière action en tant que PDG, avant de passer le relais à Jérôme et de prendre un rôle de présidente du conseil d'administration, fut de finaliser l'acquisition d'un petit domaine viticole en Bourgogne, dans la région même de mon grand-père. Ce n'était pas un achat stratégique, mais émotionnel. Le domaine était en difficulté, mais son terroir était exceptionnel. J'ai nommé ce domaine le Clos des 5 ans, en mémoire des 5 années de silence et de construction qui avaient suivi la destruction de ma voiture. La première cuvée que nous avons lancée était un vin rouge simple, honnête, sans prétention, mais d'une complexité rare. C'était le reflet de mon propre voyage. Lors de la cérémonie d'inauguration, la famille était réunie. Mes parents, fiers et humbles, et Jérôme, mon associé et mon ami. J'ai prononcé un discours bref, sans émotion superficielle, regardant le petit pendentif en métal bleu que je portais autour du cou. Ce domaine, ai-je dit, est la preuve que l'on peut trouver la richesse dans l'humilité. Il est la preuve que de la destruction peut naître la construction. Et il est la preuve que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais un investissement dans l'avenir. J'ai levé mon verre, non pas pour un toast pompeux, mais pour un moment de vérité. À la 206, ai-je murmuré, sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible. Jérôme a souri, son regard rempli d'une compréhension que seuls nous deux pouvions partager. La réconciliation était le fait d'avoir transformé l'objet du conflit en l'objet de notre triomphe commun. La famille était réunie autour d'une table en bois simple, buvant un vin qui était le fruit de mon travail et de la rédemption de mon frère. Le final inattendu était que la vengeance la plus douce n'était pas d'avoir écrasé l'ennemi, mais de l'avoir élevé. J'ai donné à mon frère la chance de devenir l'homme qu'il aurait pu être, et en le sauvant, j'ai sauvé toute ma famille. La 206 était mon baptême de feu, le catalyseur qui a prouvé que la vraie ambition n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, implacable, et finalement, profondément humaine. Le dernier chapitre de cette saga familiale s'est écrit dans la transmission. En prenant mes fonctions de présidente du conseil, j'ai pu me concentrer sur ce qui m'animait le plus. L'analyse des données pour le bien commun. J'ai développé un algorithme pour la vigne cachée, capable d'anticiper les impacts du changement climatique sur les terroirs, permettant aux vignerons de prendre des décisions proactives pour sauver leurs récoltes. C'était l'aboutissement de mon terroir numérique, une application altruiste de la vengeance initiale. L'argent était désormais un outil pour la résilience. Jérôme, PDG, a hérité de mon bureau à Bordeaux, et le premier acte qu'il a posé a été de commander une grande peinture, non pas de vignes ou de bouteilles, mais de l'épave de la Peugeot 206, peinte dans un style sombre et dramatique, avec un seul rayon de lumière perçant à travers le pare-brise brisé. Il l'a accroché juste derrière son fauteuil de PDG. Pour lui, c'était le rappel constant que le succès naissait du désastre et de l'humilité. Mes parents, eux, ont cessé d'être obsédés par la façade sociale. Mon père a vendu le reste de ses possessions coûteuses pour se concentrer sur son rôle de conseiller à la fondation. Ma mère a enfin trouvé la paix en tant que bénévole passionnée, utilisant ses compétences d'organisation pour le bien des autres. La réconciliation était devenue une transformation de leur essence même. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette histoire n'était pas que la richesse est la seule forme de pouvoir, mais que le silence et la patience sont les plus grandes armes.
Mon silence de 5 ans avait été ma forteresse, me permettant de construire mon empire sans interférence, et ma patience m'avait permis de transformer ma vengeance en un acte de grâce. Le pardon que j'avais accordé à Jérôme n'était pas une abdication de mon pouvoir, mais l'affirmation la plus forte de celui-ci. J'avais gagné la guerre, non seulement contre l'injustice passée, mais contre le poison de la rancune. Mon succès était complet, non parce que j'étais riche, mais parce que j'étais libre, et que ma famille était finalement guérie. Le vol de ma voiture avait été un cadeau empoisonné, mais c'était le cadeau qui a sauvé toute la famille de sa propre destruction.